Les clients, on sait que la majorité des traders particuliers sont généralement dans le mauvais sens. Étant donné que je suis sur un forum où on a de très nombreux membres, étant donné qu'on a des indicateurs chez FXM qui nous montrent ce que font les clients, étant donné que je suis sur Twitter au quotidien et que je vois ce que font les gens, eh bien, je regarde ce que font toutes ces personnes, et toutes ces personnes, depuis 24 heures, elles payent l'euro-dollar à 36,50. Donc moi, j'ai gardé mes ventes et je les ai doublées. Et c'est comme ça que je travaille au quotidien, c'est de l'analyse technique, et ensuite on rajoute un petit côté fondamental, psychologique et feeling qui vient faire ajuster les scénarios. Alors disons que moi, comme je travaille pour FXM, mais je ne suis pas chez FXM, donc je n'ai pas le côté clientèle qu'a Nicolas, donc moi je suis plutôt isolé, on va dire, par rapport à lui. Je ne fais que du technique et je ne prends absolument pas du tout en compte le fondamental. Et j'évite d'être dans le marché quand Draghi va parler, quand Bernanke, mais Yellen va parler. Bon voilà, quand ces gens parlent, je ne suis pas dans le marché. Si je suis dans le marché pour des événements importants, c'est uniquement pour certaines statistiques et c'est tout. Pour moi, le fondamental, il se limite à la statistique. C'est tout. Parce que je pense, d'abord parce que je suis très court terme, donc savoir que l'euro-dollar va monter dans les 6 prochains mois, etc., ça m'est complètement égal. Si aujourd'hui il est en train de baisser, je vais le vendre. Je vais pas, sous prétexte qu'il va monter pendant 6 mois, je ne vais pas l'acheter. Donc la différence, elle est là, c'est qu'on est obligé de s'intéresser un petit peu, je dirais, aux fondamentaux, à partir du moment où on veut prendre des positions sur plus long terme. Si on est très court terme, même si on reste au niveau de la journée, la seule chose que je fais, c'est regarder le calendrier économique pour savoir à quel moment je peux être dans le marché ou je ne serai pas dans le marché, c'est-à-dire à quel moment il y aura de la volatilité, quels sont les chiffres qui peuvent tomber, est-ce que ce sont des chiffres qui m'intéressent ou pas, est-ce que c'est des choses que je peux jouer ou pas, et c'est tout. Et donc mes raisonnements seront purement techniques, c'est-à-dire ce sont des cassures, c'est que la technique, c'est un graphique, rien d'autre. Et court terme, intraday, exactement, c'est ça, c'est le très court terme, c'est-à-dire en dessous de l'heure, ou de l'intraday, quand je vois qu'il y a effectivement un beau démarrage. Bon, j'ai joué une bougie 4 heures par exemple, ou 2 bougies 4 heures. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que moi je vais faire plutôt un trade qui va durer quelques heures, voire quelques jours. Karen, elle va faire un trade entre quelques minutes et quelques heures. Elle, ce sera du purement technique sur des actifs qu'elle a sélectionnés. Moi, c'est pareil, c'est technique et fondamental et côté scénario qu'on va rajouter à la chose pour faire de temps en temps du swing trading. Concernant les entrées, donc moi je fais du chartisme, toi tu fais de l'Ishimoku, mais en gros on tombe plutôt d'accord sur le fait que Ishimoku et chartisme mettent en valeur les mêmes zones d'intervention. Voilà. Donc moi je vais toujours rentrer sur des replis ou rebonds. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a un mouvement qui est haussier, je ne vais pas rentrer à n'importe quel moment dans la hausse. Je vais attendre que le mouvement respire, fasse un repli, pour ensuite l'accompagner et jouer la poursuite du mouvement. Les seuils clés, c'est les supports majeurs. C'est la zone des 1,3650 sur laquelle on est sur l'euro-dollar depuis plusieurs séances et qui est en train de céder. Raison pour laquelle, étant déjà vendeur, j'ai renforcé sur cassure de ce seuil. Et donc toi... Et moi, je vais intervenir aussi sur des lignes particulières. Donc je vais prendre les lignes Ishimoku. La principale, c'est la Kijun. Donc je vais jouer essentiellement avec cette ligne-là sur les breakouts, c'est-à-dire cassure de Kijun. Donc je vais attendre en général, soit je prends la cassure parce que je sens que ça va arriver, donc je me mets immédiatement au-dessus ou au-dessous et je joue la cassure immédiatement, sachant qu'il y aura de toute façon un test sur la droite elle-même. Ou sinon, si je l'ai loupé, à ce moment-là, j'attends le retracement et je rentrerai à ce moment-là, à partir du moment où je vois que ma Kijun tient. Puisque c'est la droite qui va donner à la fois les points d'entrée et qui va donner aussi les invalidations. C'est-à-dire si on la casse, il faut toujours vérifier que la cassure tient. Si la cassure ne tient pas, c'est que c'est un faux signal, donc il ne fallait pas rentrer. C'est pour ça qu'on attendra aussi un certain temps pour rentrer. Soit on est dedans tout de suite, c'est un mouvement fort, soit on attend vraiment le pullback pour avoir la confirmation et voir qu'on a bien effectivement que la cassure tient et qu'auquel cas, on peut par exemple l'acheter. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Ishimoku, vous avez des webinaires et des analyses sur le site d'EDFX, on ne vous laissera pas dans le flou. Disons qu'on a plusieurs fois fait des présentations sur l'Ishimoku et que là on sait que ça répond en partie à des attentes de personnes qui sont ici dans la salle. Pour les débutants ça fait peut-être un peu chinois, mais non, c'est du japonais. Qu'est-ce que... Vas-y. Allez, paye le DAX. Non, je ne paye pas justement. Donc là, c'est un exemple parfait. Vous voyez, on a eu une cassure de Kijun. Donc c'est parti violemment à la hausse. Je l'ai vu tout à l'heure, donc j'étais pas dedans parce que j'étais pas devant mon écran. Hein. On a cassé la trendline ici, on a cassé ça. Vous voyez qu'on est monté et on est redescendu chercher la Kijun. Et depuis, ça ne se peut rien. C'est du 1 minute. Hein. Donc on est sur la Kijun, point à la ligne. Il n'y a rien à faire.
Comment? On est en Ah là, c'est en temps réel, là c'est ce qui se passe exactement. On est sur le marché, depuis tout à l'heure on est en train de chercher quoi faire en fait. Voilà, il est 10h50, hein, donc on est en temps réel. Donc là voilà, c'est un exemple où on attend le retracement et maintenant on attend de savoir est-ce que la Kijun tient, je rachète, est-ce que la Kijun lâche et dans ce cas-là je vends. Alors, les types de trades, on va vous montrer des exemples juste à côté, donc on va pas aller, on va les parcourir juste après. Type de trade, donc toi c'est contre-tendance et statistique. Oui, contre-tendance, c'est-à-dire qu'en général, je n'aime pas jouer les tendances, parce que je suis rarement au début de la tendance, et après, quand la tendance a commencé, en fait, j'y crois pas. C'est purement psychologique, c'est-à-dire que quand ça a déjà démarré, je me dis, bah non, ça va s'arrêter là, je vais vendre, et puis on va repartir à la hausse. Donc je n'arrive jamais à rentrer, je connais les signaux techniques pour rentrer dans une tendance, ils marchent à tous les coups, quand je regarde sur mon écran, ça marche, il n'y a pas de souci, mais moi, j'arrive pas à cliquer. Donc c'est un pur problème personnel. Donc je préfère jouer les contre-tendances, c'est-à-dire que je vais attendre que la tendance soit terminée, d'avoir les signaux de fin de tendance, et je vais jouer la contre-tendance. Donc là, je sais quel niveau je vais aller chercher en général. Justement, on va rechercher une Kijun. Là, si vous voulez, quand on a loupé ce que vous avez vu tout à l'heure, le mouvement haussier, bah, l'idée, c'était à partir du moment où on voyait que le mouvement haussier était terminé, on vendait en haut et on allait chercher la Kijun. Donc j'aime bien les contre-tendances parce que c'est facile. C'est-à-dire qu'on voit le mouvement qui s'arrête, on rentre dans le sens opposé. Et c'est la Kijun qui est notre objectif. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, ça demande une gestion du money management rigoureuse, ouais. Une sortie du marché sans être gourmand, parce que voilà. On sait pour combien de points on rentre, c'est-à-dire si le mouvement il est de 10 points au-dessus de ma Kijun, je sais pas la peine d'aller en chercher 20. Si le mouvement est de 10 points au-dessus, je sais que j'en prendrai 8. Donc en fonction de ça, je vais mettre mon money management, je vais mettre une certaine position et je vais rester vigilante et je reste le doigt sur la souris puisque c'est du très court terme. Donc c'est la raison pour laquelle je ne mets pas de stop non plus, parce que ça ne me sert à rien, je sais ce que je joue et ça va marcher de toute façon, ça peut pas être autrement. Ça repart dans l'autre sens, je vais avoir le signal et dans ce cas je vais sortir immédiatement. Je sortirai plus 3 et puis il est terminé. Donc tu mets pas de stop mais tu es devant le marché, tu as l'objectif visuel, c'est ton objectif Ishimoku, et il y a deux types de taille de position, soit tu rentres en entier, soit tu moyennes, on va voir l'exemple juste après. Me concernant, pour l'euro-dollar, qui est l'actif que je traite le plus, toujours un stop, quitte à le mettre à 200 points sous les cours, parce que si vous allez aux toilettes et qu'il y a un cataclysme... Alors, on rigole, mais vous allez tous le faire une fois. Franchement, quand on dit à un enfant qu'une casserole sur le feu, c'est chaud, il met la main pour être sûr. Moi, je vous le dis, n'ayez pas à vous faire cramer la moitié d'un compte de trading pour le faire. Je connais des personnes, bon, qui ne sont pas allées aux toilettes, mais qui ont été dormir 1 heure ou 2. Quand il y a le séisme en Nouvelle-Zélande, quand il y a Fukushima au Japon, quand il y a des choses comme ça qui se passent, même pas des événements de marché, mais des éléments naturels qui viennent bouleverser les équilibres monétaires et financiers, vous n'avez pas de stop, vous êtes mort. Vous tradez sans stop, vous êtes mort. Karen, elle est devant ses positions tout le temps. Elle les gère. Moi, j'ai souvent dans les conférences des gens qui viennent gentiment... avec le sourire, me dire ah, moi je mets pas de stop, puis je les retrouve 2 ans plus tard, ils font ouais, maintenant j'en mets. Bref, faites-le s'il vous plaît, moi je dis ça pour vous. Mes objectifs, c'est souvent un ratio risque-gain, ou bien tout simplement un objectif graphique. Par exemple, si on prend l'euro-dollar en journalier, on vient de casser 36,50, si ça se valide, je vise un 35, un 35,50. En intraday, on a cassé 36,50, 36,40, je vise les 1,36, 1,36,10 et je vous montrerai graphiquement ce que ça donne tout à l'heure. Quant à moi, pour ce qui est des tailles de position, j'ai, on va dire, 3-4 types de façons de rentrer ou de trader. Je vais vous les passer en revue rapidement pour qu'ensuite on regarde le marché et les positions. Et Karen, je te laisserai tes exemples. Non, il bouge pas là. Donc, premièrement, c'est le Moyen-Âge, c'est ça ? Oui, alors c'est-à-dire que quand, là par exemple c'était une sortie de statistiques sur GBP USD, donc je l'ai joué correctement, mais j'ai pris sciemment une position, il était haussier, hein, donc j'ai pris sciemment une position baissière pour faire un slide pour aujourd'hui. Et donc on rentre, on va rentrer, alors j'ai pas de... Je le montre, tu es rentré ici. Donc voilà, je pars sur l'hypothèse par exemple que ça va baisser. Donc je vais rentrer en bas, hein, sur le short qui est marqué en bas.
Et pas de chance, je me suis plantée dans mon évaluation et ça part à la hausse. Donc je vais laisser le mouvement partir, on sait bien que toute sortie de statistique, à un moment donné, ça va corriger. Donc on laisse monter, on s'en occupe pas, on va afficher moins 20, moins 30, éventuellement moins 40, c'est pas un problème, on laisse monter. En plus, quand on connaît son sous-jacent, le GBP-USD retrace toujours, donc même du moins 40, on sait que ça va redescendre, donc il n'y a pas de souci. Donc on va monter, si effectivement ça monte un peu trop haut et que le money management commence à tirer un petit peu, à ce moment-là, je vais moyenner. C'est-à-dire que quand mon mouvement arrive en haut, je vais faire ce que je fais en temps normal quand j'ai pas pris un mouvement, donc là aussi en l'occurrence, c'est-à-dire que je vais shorter au niveau final de la hausse pour aller rechercher la correction. Et donc l'astuce, c'est quand on rentre une position, si par exemple, bon là c'est du GBP, si on rentre je vais prendre du DAX pour faire simple, hein, si je rentre 50 DAX à la vente, que ça ne marche pas, ben à ce moment-là, quand je vais arriver sur le sommet, je vais revendre 50 DAX. C'est-à-dire que je reprends exactement la même somme. Alors pourquoi cette même somme? C'est parce que je vais exactement moyenner à 50%, c'est-à-dire que j'aurai deux positions vendeuses, et 50 plus 50 ça fait 100, donc je vais moyenner exactement 50%, et 50% c'est intéressant en Ishimoku parce que c'est la Kijun. La Kijun c'est toujours 50% de retracement. Et dans les mouvements comme ça, vous avez vu, je vous l'ai montré tout à l'heure sur le DAX, on revient chercher la Kijun, c'est-à-dire on revient chercher 50%. Donc en remettant exactement la même somme, je fais tomber, là en l'occurrence remonter, parce que c'est un short, je fais remonter mon prix de vente à 50%, c'est-à-dire exactement sur la Kijun. Donc quand je vais arriver là-dessus, je serai à zéro. Donc ma position, j'aurais raté mon trade, hein, mais je ne perdrai rien parce que je vais retomber à zéro. Alors après, bon, on peut laisser descendre un peu le marché, si on voit que ça continue à descendre, à ce moment-là on va être gagnant, on va être gagnant sur une double position, et puis après on sort, mais sinon on peut sortir à break-even, c'est-à-dire sur la Kijun, je sais que je sors, j'ai fait zéro. Et donc ça, c'est un autre exemple, c'est l'exemple où on rentre trop tôt. C'est-à-dire qu'on a eu une hausse, on voit mal parce qu'il y a les rectangles verts, mais on a une position haussière, on pense que le mouvement est terminé, on short pour jouer une correction, et pas de chance, le mouvement continue derrière. Donc à ce moment-là, on va laisser ce mouvement continuer, et pareil, on va revendre plus haut jusqu'à... on va choisir la taille de la position pour à chaque fois essayer de se retrouver sur une Kijun et de pouvoir ressortir à zéro. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vendu une première fois, bon, le marché a continué à monter, j'ai vendu une deuxième fois, le marché a continué à monter, j'ai vendu une troisième fois, et là j'ai laissé monter un peu, mais j'avais des indications sur les unités de temps supérieures, comme quoi on allait saturer, c'était fini, donc je n'ai pas revendu au sommet, j'ai laissé descendre, et ça redescend après sur le niveau attendu. Donc après, je peux sortir à zéro. Là, vous voyez, je finis, quand j'ai arrêté l'écran, j'étais à moins 12,5, hein, alors que là, j'ai déjà deux positions quasi positives. Donc en laissant plus descendre, après, on a une grosse position. Donc ça, c'est une gestion de money management. Donc par exemple, quand on ne sent pas trop une position, si on a l'habitude de prendre par exemple 50 DAX, qu'on joue tout systématiquement 50 DAX parce que c'est son truc, quand on est un peu pas trop sûr, etc., on peut en rentrer 25 si on veut être sûr d'être dans le marché, et on sait comme ça, on a encore la possibilité de moyenner à 25. Ou alors on a rentré les 50, ça ne se passe pas tout à fait, on sait qu'il faudra en mettre 50. Donc après, c'est une gestion. C'est pour ça qu'il faut faire du très court terme. On ne peut pas se permettre de garder ça une éternité. Oui, ce n'est pas des positions où on vous dit que si vous n'êtes pas dans le bon sens, il faut renforcer tous les 20 points pendant 400 points. Hein. On a fait une étude chez FXCM de l'ensemble des gains-pertes clients. Donc la moyenne des gains sur l'euro-dollar, c'est de 60 points, la moyenne des pertes, c'est de 120 points. Moi, je ne donne pas un seul trade sur l'euro-dollar avec des stops de plus de 50 points. Donc si la moyenne des clients perdants sur l'euro-dollar, c'est 120 points, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui shortent l'euro, qui payent l'euro, et puis ils perdent 100 points, puis 200, puis ils renforcent, puis ils en perdent 500. C'est du grand n'importe quoi, sans gestion du risque, sans money management. Si vous faites ça, c'est terminé. Alors ça c'est une sortie de statistique. Donc là, la sortie de statistique, vous voyez que les cours se trouvaient entre deux droites. Donc vous avez deux nuages là. Vous avez le nuage, ça doit être 1 minute. Vous avez le nuage bleu qui est en 1 minute, ou c'est d'1 heure? C'est d'1 heure, non c'est d'1 heure, oui c'est ça. Donc le nuage bleu c'est du 1 heure et l'autre c'est du 4 heures. Donc la Kijun foncé bleu c'est du 1 heure et la Kijun verte c'est du 4 heures. Donc on était entre deux niveaux, vous voyez que le GBP-USD était entre ces deux niveaux-là. Et on a cassé. Donc l'idée c'était de toute façon, la cassure c'était un mouvement haussier, donc il fallait partir à la hausse. Donc la sortie de statistique c'est faite. La sortie de statistique en fait c'est la bougie rouge qui est à côté. D'accord? Donc vous voyez que la bougie rouge qui est à côté, on est monté fortement, on est redescendu fortement et après on est revenu. Et donc là cette sortie de statistique en fait elle se faisait en 3 fois. Elle se faisait en une fois, on allait chercher à la hausse le nuage vert. Non. C'est ça. Oui.
Voilà, on allait chercher le nuage vert, c'est-à-dire le 4 heures. On va chercher l'objectif qui est le H4, puisqu'on est haussier, vu qu'on a cassé la Kijun, donc on sait que ça va partir à la hausse, d'accord? On va chercher cet objectif-là et on coupe. On revend, puisqu'on va corriger, forcément. On est allé chercher un objectif, on va corriger. Donc on revend et on va chercher le deuxième objectif qui est le nuage bleu, qui est l'unité sur laquelle on se trouve. Donc là, en l'occurrence, le 1 heure, mais qu'on gère sur une unité inférieure. Voilà. D'accord? Donc vous voyez le point d'entrée, hein, qui est la cassure de Kijun sur 1 minute. Le point de sortie, donc moi je l'ai filtré, j'ai mis un peu plus bas que le nuage 4 heures. Et ensuite j'ai rejoué la baisse pour aller chercher le nuage qui est en bas. Vous voyez, je suis ressortie. Et donc après on pouvait rejouer la hausse, donc là je ne l'ai pas fait parce qu'en général je ne fais que deux trades sur une statistique, j'évite la troisième parce que elle est souvent délicate, mais là en l'occurrence on aurait pu remonter, chercher donc la mèche qui reste, hein, la mèche basse, on pouvait remonter cette mèche là. Et donc vous voyez là j'avais déjà 68 pips, en remontant chercher la mèche basse ça faisait quasiment 90 pips. C'est du trading de haute voltige. Oui, il faut être très concentré, on a le doigt sur la souris, c'est sur d'une minute. Hein. Donc, mais ça donne de très bons résultats quand on est dans le bon sens. Donc là, effectivement, ça demande, je dirais, quand je n'utilise pas le fondamental, le seul moment où j'ai utilisé du fondamental, c'est les impressions que j'ai par rapport aux chiffres qui vont sortir. Le chiffre que je préfère sur le marché américain, c'est le NFP. J'ai toujours une idée qui, en général, est exacte sur ce qui va se passer au niveau du chiffre. Est-ce qu'il va être bon, est-ce qu'il ne va pas être bon, et donc je vais jouer le dollar US à ce moment-là. Et donc, c'est un pari. Hein, donc si je vois que le pari est mauvais, je sors immédiatement. Donc c'est vraiment le doigt sur la souris. Alors, concernant ma façon de trader, je vais vous montrer des exemples. Je pense qu'il y a pas mal de personnes dans cette salle qui ont suivi les derniers trades que j'ai faits en données journalières. Donc je vais revenir un petit peu là-dessus.